Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit où je suis ravie de vous retrouver ce soir pour lire ensemble Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Alors Alphonse Daudet, il faut savoir que c'est un écrivain, comme vous en doutez, et aussi un journaliste qui est né à Nîmes en 1840 et qui est par contre décédé à Paris en 1897. On lui doit de très nombreux romans célèbres et notamment Les Lettres de Montmoulin que vous connaissez certainement ou encore Tartarin de Tarascon. Mais on lui doit surtout son premier roman, le roman Le Petit Chose, qui est sous bien des aspects un roman un peu autobiographique. Et il faut savoir donc qu'il l'a écrit en 1868. C'est donc son tout premier roman. Ce roman se divise en deux grandes parties, une première partie et une deuxième partie. Une première partie qui nous plonge dans l'histoire donc de la vie de famille Essette, qui habite une petite ville de province et qui se débrouille un peu tant bien que mal à vivre pour subvenir à ses besoins et qui va un peu tomber dans les problèmes de la vie. Et c'est vraiment cette histoire-là qui nous est racontée dans ce livre, l'histoire du Petit Chose, d'un des fils de cette famille, qui va essayer tant bien que mal de se débrouiller et qui correspond un peu plus ou moins à la vie d'Alphonse Daudet. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite le premier chapitre de ce roman. Premier chapitre, La Fabrique. Je suis née le 13 mai 18, avec une ville du Languedoc, où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et 2 ou 3 monuments romains. Mon père, monsieur Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait aux portes de la ville une grande fabrique, dans un pan de laquelle il s'était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes et séparée des ateliers par un vaste jardin. C'est là que je suis venue au monde et que j'ai passé les premières et les seules bonnes années de ma vie. Aussi, ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir. Et lorsqu'à la ruine de mes parents, il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres. Je dois dire, pour commencer, que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Essette. La vieille Anou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille, qui lui emportait plus de 40 000 francs. Si bien que monsieur Essette, heureux et désolé du même coup, se demandait comme l'autre s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille ou rire pour l'heureuse arrivée du petit Daniel. Il fallait pleurer, mon bon monsieur Essette, il fallait pleurer doublement. C'est une vérité. Je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d'incroyables malheurs les assaillirent par 20 endroits. D'abord, nous eûmes donc le client de Marseille, puis 2 fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseurs, puis notre brouille avec l'oncle Baptiste, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis enfin la Révolution de 1800, qui nous donna beaucoup le coup de grâce. À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d'une aile. Petit à petit, les ateliers se vidèrent, chaque semaine un métier à bas, chaque mois une table d'impression de moins. C'était pitié de voir la vie s'en aller de notre maison comme d'un corps malade, lentement, tous les jours un peu plus. Une fois, on n'entra plus dans la salle du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus. La cloche des ateliers ne sonna pas. Le puits à roue cessa de grincer, l'eau des grands bassins dans lesquels on lavait les tissus demeura immobile. Et bientôt, dans toute la fabrique, il ne resta plus que monsieur et madame Essette, la vieille Anou, mon frère Jacques et moi. Puis là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils, le petit Rouget. C'était fini. Nous étions ruinés. J'avais alors 6 ou 7 ans. Comme j'étais frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire. Plus
quelques mots d'espagnol et 2 ou 3 airs de guitare, à l'aide desquels on m'avait fait dans la famille une réputation de petit prodige. Grâce à ce système d'éducation, je ne bougeais jamais de chez nous, et je pus assister dans tous ses détails à l'agonie de la maison E7. Ce spectacle me laissa froid, je l'avoue. Même, je trouvais à notre ruine ce côté très agréable que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui, du temps des ouvriers, ne m'était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget, « Maintenant, la fabrique est à moi. On me l'a donnée pour jouer. » Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile. À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. E7 devint terrible. C'était dans l'habitude une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres. Au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impérieux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l'entourait. La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout, au soleil, au Mistral, à Jacques, à la vieille Anou, à la Révolution, oh, surtout à la Révolution. À attendre mon père, vous auriez juré que cette révolution de 1800 qui nous avait mis à mal était spécialement dirigée contre nous. Aussi, je vous prie de croire que les révolutionnaires n'étaient pas en odeur de sainteté dans la maison E7. Dieu sait ce que nous avait dit de ces messieurs dans ces temps-là. Encore aujourd'hui, quand le vieux papa E7, que Dieu me conserve, sent venir son accès de goutte, il s'étend péniblement sur sa chaise longue et nous l'entendons dire « Ah, c'est révolutionnaire !» À l'époque dont je vous parle, Monsieur E7 n'avait pas la goutte. Et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner 2 fois en 15 jours, et autour de lui, chacun se taisait. On avait peur. À table, nous demandions du pain à voix basse. On n'osait pas même pleurer devant lui. Aussi, dès qu'il avait tourné les talons, ce n'était qu'un sanglot d'un bout de la maison à l'autre. Ma mère, la vieille Anou, mon frère Jacques, et aussi mon grand frère l'abbé, lorsqu'il venait nous voir, tout le monde s'y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir Monsieur E7 malheureux. L'abbé et la vieille Anou pleuraient de voir pleurer Madame E7. Quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs, il avait à peine 2 ans de plus que moi. Il pleurait par besoin, pour le plaisir. Un singulier enfant que mon frère Jacques. En voilà un qui avait le don des larmes. D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse. Il pleurait partout. Quand on lui disait « Mais qu'as-tu » il répondait en sanglotant « Je n'ai rien ». Et le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche. Plus souvent, voilà tout. Quelquefois, Monsieur E7, exaspéré, disait à ma mère « Cet enfant est ridicule, regardez-le, c'est un fleuve ». À quoi Madame E7 répondait de sa voix douce « Mais que veux-tu, mon ami? Cela passera en grandissant. À son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait, il grandissait beaucoup même, et ça là ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi la désolation de nos parents lui fut une grande fortune. C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise des journées entières sans que personne vînt lui dire « Qu'as-tu » En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté. Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi, j'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église et les grandes cours abandonnées que l'herbe envahissait déjà. Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d'une 12aine d'années, fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie et remarquable surtout par une chevelure rouge, à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire, Rouget, pour moi, n'était pas Rouget.
Il était tour à tour mon fidèle vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu'on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel Essette. J'étais cet homme singulier, vêtu de peau de bête, dont on venait de me donner les aventures, Master Crusoe lui-même. Douce folie. Le soir, après souper, je relisais mon Robinson. Je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais avec rage. Et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte. Oh, bien déserte. Les bassins jouaient leur rôle d'océan. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l'importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce que c'était que Robinson, on l'aurait bien embarrassé. Pourtant, je dois dire qu'il tenait son emploi avec la plus grande conviction, et que pour imiter le rugissement des sauvages, il n'y en avait pas deux comme lui. Où avait-il appris ? Je l'ignore. Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvages qu'il allait chercher dans le fond de sa gorge en agitant sa forte crinière rouge auraient pu faire frémir les plus braves. Moi-même, Robinson, j'en avais quelquefois le cœur bouleversé. Et j'étais obligée de lui dire à voix basse « Pas si fort, Rouget, tu me fais peur !» Malheureusement, si Rouget imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d'enfants de la rue et jurer le nom de notre Seigneur. Tout en jouant, j'appris à faire comme lui. Et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa je ne sais comment. Consternation générale. « Qui t'a appris cela? Où l'as-tu entendu ?» Ce fut un événement. Monsieur Essette parla tout de suite de me mettre dans une maison de correction. Mon grand frère l'abbé dit qu'avant toute chose, on devait m'envoyer à confesse, puisque j'avais l'âge de raison. On me mena à confesse, grande affaire. Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis 7 ans. Je ne dormis pas de 2 nuits. C'est qu'il y en avait toute une panarée de ces diables de péchés. J'avais mis la plus petite dessus, mais c'est égal. Les autres se voyaient. Et lorsque, agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé de Récollet, je crus que je mourrais de peur et de confusion. Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget. Je savais maintenant, c'est saint Paul qui l'a dit et le curé des Récollets me le répéta, que le démon rôde éternellement autour de nous comme un lion. Quærens quem devoret. Ah, ce quærens quem devoret. Quelle impression il me fit! Je savais aussi que cet intrigant de Lucifer prend tous les visages qu'il veut, qu'il veut pour vous tenter. Et vous ne m'auriez pas ôté de l'idée qu'il s'était caché dans la peau de Rouget pour m'apprendre à jurer le nom de Dieu. Aussi, mon premier soin en rentrant à la fabrique fut d'avertir Vendredi qu'il eut à rester chez lui dorénavant. Infortuné Vendredi. Cette oukase qui lui creva le cœur, mais il s'y conforma sans une plainte. Quelquefois, je l'apercevais debout sur la porte de la loge, du côté des ateliers. Il se tenait là, tristement, et lorsqu'il voyait que je le regardais, le malheureux poussait pour m'attendrir les plus effroyables rugissements en agitant sa crinière flamboyante. Mais plus il rugissait, et plus je me tenais loin. Je trouvais qu'il ressemblait au fameux lion Quærens. Je lui criais « Va-t'en, tu me fais horreur !» Rouget s'obstina à rugir ainsi pendant quelques jours. Puis, un matin, son père, fatigué de ses rugissements à domicile, l'envoya rugir en apprentissage, et je ne le revis plus. Mon enthousiasme pour Robinson n'en fut pas un instant refroidi. Tout juste vers ce temps-là, l'oncle Baptiste se dégoûta subitement de son perroquet et me le donna. Ce perroquet remplaça Vendredi. Je l'installai dans une belle cage au fond de ma résidence d'hiver, et me voilà plus Crusoe que jamais, passant mes journées en tête-à-tête avec cet intéressant volatile et cherchant à lui faire dire « Robinson, mon pauvre Robinson ». Comprenez-vous cela? Ce perroquet que l'oncle Baptiste m'avait donné pour se débarrasser de son éternel bavardage s'obstina à ne pas parler dès qu'il fut à moi.
Pas plus mon pauvre Robinson qu'autre chose. Jamais je n'en pus rien tirer. Malgré cela, je l'aimais beaucoup et j'en avais le plus grand soin. Nous vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu'un matin, il m'arriva une chose vraiment extraordinaire. Ce jour-là, j'avais quitté ma cabane de bonne heure et je faisais armer jusqu'aux dents un voyage d'exploration à travers mon île. Tout à coup, je vis venir de mon côté un groupe de 3 ou 4 personnes qui parlaient à voix très haute et gesticulaient vivement. « Juste Dieu! Des hommes dans mon île !» Je n'eus pas le temps de me jeter derrière un bouquet de lauriers roses et à plat ventre, s'il vous plaît. Les hommes passèrent près de moi sans me voir. Je crus distinguer la voix du concierge Colombe, ce qui me rassura un peu. Mais c'était égal. Dès qu'ils furent loin, je sortis de ma cachette et je les suivis à distance pour voir ce que tout cela deviendrait. Ces étrangers restèrent longtemps dans mon île. Ils la visitèrent d'un bout à l'autre dans tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes et sonder avec leurs cannes la profondeur de mes océans. De temps en temps, ils s'arrêtaient et remuaient la tête. Toute ma crainte était qu'ils ne vinssent à découvrir mes résidences. Que serais-je devenu grand Dieu? Heureusement, il n'en fut rien. Et au bout d'une demi-heure, les hommes se retirèrent sans se douter seulement que l'île était habitée. Dès qu'ils furent partis, je courus m'enfermer dans une de mes cabanes et passer là le reste du jour à me demander quels étaient ces hommes et ce qu'ils étaient venus faire. J'allais le savoir bientôt. Le soir, à souper, M. Essette nous annonça solennellement que la fabrique était vendue et que dans un mois, nous partirions tous pour Lyon, où nous allions demeurer désormais. Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. La fabrique vendue, eh bien, et mon île, mes grottes, mes cabanes. Hélas, l'île, les grottes, les cabanes, Monsieur Essette avait tout vendu. Il fallait tout quitter. Et Dieu que je pleurais. Pendant un mois, tandis qu'à la maison on emballait les glaces, les vaisselles, je me promenais triste et seule dans ma chère fabrique. Je n'avais plus le cœur à jouer, vous pensez, oh non. J'allais m'asseoir dans tous les coins et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes. Je disais aux platanes, « Adieu mes chers amis » et aux bassins. C'est fini, nous ne nous verrons plus. Il y avait dans le fond du jardin un grand grenadier dont les belles fleurs rouges s'épanouissaient au soleil. Je lui dis en sanglotant, « Donne-moi une de tes fleurs. » Il me la donna. Je la mis dans ma poitrine en souvenir de lui et j'étais très malheureux. Pourtant, au milieu de cette grande douleur, 2 choses me faisaient sourire. D'abord la pensée de monter sur un navire, puis la permission qu'on m'avait donnée d'emporter mon perroquet avec moi. Je me disais que Robinson avait quitté son île dans des conditions à peu près semblables, et cela me donnait du courage. Enfin, le jour du départ arriva. Monsieur Essette était déjà à Lyon depuis 1 semaine. Il avait pris les devants avec les gros meubles. Je partis donc en compagnie de Jacques, de ma mère et de la vieille Anou. Mon grand frère l'abbé ne partait pas, mais il nous accompagna jusqu'à la diligence de Beaucaire, et aussi le concierge Colombe nous accompagna. C'est lui qui marchait devant en poussant une énorme brouette chargée de malles. Derrière venait mon frère l'abbé, donnant le bras à Madame Essette. Mon pauvre abbé que je ne devais plus revoir. La vieille Anou marchait ensuite, flanquée d'un énorme parapluie bleu et de Jacques, qui était bien content d'aller à Lyon, mais qui sanglotait tout de même.
Enfin, à la queue de la colonne venaient Daniel et Seth, portant gravement la cage du perroquet et se retournant à chaque pas du côté de sa chère fabrique. À mesure que la caravane s'éloignait, l'arbre aux grenades se haussait tant qu'il pouvait par-dessus les murs du jardin pour la voir encore une fois. Les platanes agitaient leurs branches en signe d'adieu. Daniel et Seth, très émus, leur envoyaient des baisers à tous, furtivement et du bout des doigts. Je quittai mon île le 30 septembre 1800. Chapitre 2. Les babarottes. Ô chose de mon enfance, quelle impression vous m'avez laissée! Il me semble que c'est hier ce voyage sur le Rhône. Je vois encore le bateau, ses passagers, son équipage. J'entends le bruit des roues et le sifflet de la machine. Le capitaine s'appelait Géniès, le maître Coq Montélimar. On n'oublie pas ces choses-là. La traversée dura 3 jours. Je passais ces 3 jours sur le pont, descendant au salon juste pour manger et dormir. Le reste du temps, j'allais me mettre à la pointe extrême du navire près de l'ancre. Il y avait là une grosse cloche qu'on sonnait en entrant dans les villes. Je m'asseyais à côté de cette cloche, parmi des tas de cordes. Je posais la cage du perroquet entre mes jambes et je regardais. Le Rhône était si large qu'on voyait à peine ses rives. Moi, je l'aurais voulu encore plus large et qu'il se fût appelé la mer. Le ciel riait, l'onde était verte. Des grandes barques descendaient du fil de l'eau. Des mariniers guéants, le fleuve à dos de mule, passaient près de nous en chantant. Parfois, le bateau longeait quelques îles bien touffues, couvertes de joncs et de saules. « Oh, une île déserte, me disais-je dans moi-même, et je la dévorais des yeux. » Vers la fin du 3e jour, je crus que nous allions avoir un grain. Le ciel s'était assombri subitement, un brouillard épais dansait sur le fleuve, à l'avant du navire, et on avait allumé une grosse lanterne. Et, ma foi, en présence de tous ces symptômes, je commençais à être émue. À ce moment, quelqu'un dit près de moi « Voilà Lyon !» Et en même temps, la grosse cloche se mit à sonner, et c'était Lyon. Confusément, dans le brouillard, je vis des lumières briller sur l'une et sur l'autre rive. Nous passâmes sous un pont, puis sous un autre. À chaque fois, l'énorme tuyau de la cheminée se courbait en 2 et crachait les torrents d'une fumée noire qui faisait tousser. Sur le bateau, c'était un remue-ménage incroyable. Les passagers cherchaient leur mal, les matelots juraient en roulant des tonneaux dans l'ombre, il pleuvait. Je me hâtais de rejoindre ma mère, Jacques et la vieille Anou, qui étaient à l'autre bout du bateau, et nous voilà tous les 4 serrés les uns contre les autres sous le grand parapluie d'Anou, tandis que le bateau se rangeait au long des quais et que le débarquement commençait. En vérité, si Monsieur et Seth n'étaient pas venus nous tirer de là, je crois que nous ne nous en serions jamais sortis. Il arriva vers nous, à tâtons, en criant « Qui vive, qui vive !» À ce « qui vive !» bien connu, nous répondîmes « Amis !» tous les 4 à la fois, avec un bonheur, un soulagement inexprimable. Monsieur et Seth nous embrassa lestement, prit mon frère d'une main, moi de l'autre, dit aux femmes « Suivez-moi !» et en route, ah, c'était un homme. Nous avancions avec peine. Il faisait nuit, le pont glissait, à chaque pas on se heurtait contre des caisses. Et tout à coup, du bout du navire, une voix stridente, éplorée, arriva jusqu'à nous. « Robinson, Robinson !» disait la voix. « Oh, mon Dieu !» m'écriai-je, et j'essayai de dégager ma main de celle de mon père, lui croyant que j'avais glissé, et me serra plus fort. La voix reprit, plus stridente encore et plus éplorée. « Robinson, mon pauvre Robinson !» Je fis un nouvel effort pour dégager ma main. « Mon perroquet !» criai-je, « mon perroquet !»« Il parle donc maintenant !» dit Jacques. S'il parlait, je crois bien, on l'entendait d'une lieue. Dans mon trouble, je l'avais oublié là-bas, tout au bout du navire près de l'ancre. Et c'est de là qu'il m'appelait en criant de toutes ses forces « Robinson, Robinson, mon pauvre Robinson !» Malheureusement, nous étions loin. Le capitaine criait « Dépêchons-nous !»« Nous viendrons le chercher demain, dit Monsieur et Seth, sur les bateaux qui rien ne s'égare. »
Et là-dessus, malgré mes larmes, il m'entraîna. Pécaire. Le lendemain, on l'envoya chercher et on ne le trouva pas. Jugez de mon désespoir. Plus de vendredi, plus de perroquets. Robinson n'était plus possible. Le moyen d'ailleurs, avec la meilleure volonté du monde, de se forger une île déserte à un 4e étage dans une maison sale et humide rue Lanterne. Oh, l'horrible maison! Je la verrai toute ma vie. L'escalier était gluant, la cour ressemblait à un puits, le concierge, un cordonnier, avait son échoppe contre la pompe. Oh, c'était hideux. Le soir de notre arrivée, la vieille Anou, en s'installant dans la cuisine, poussa un cri de détresse. « Les babarottes, les babarottes !» Nous accourûmes. Quel spectacle! La cuisine était pleine de ces vilaines bêtes. Il y en avait sur la crédence, au long des murs, dans les tiroirs, sur la cheminée, dans le buffet, partout. Sans le vouloir, on en écrasait. Oh, wow. Anou en avait déjà tué beaucoup, mais plus elle en tuait, plus il en venait. Elles arrivaient par le trou de l'évier, on boucha le trou de l'évier, mais le lendemain soir, elles revinrent par un autre endroit, on ne sait d'où. Il fallut avoir un chat exprès pour les tuer, et toutes les nuits, c'était dans la cuisine une effroyable boucherie. Les babarottes me firent haïr Lyon dès le premier soir. Le lendemain, ce fut bien pis. Il fallait prendre des habitudes nouvelles, les heures des repas étaient changées, les pains n'avaient pas la même forme que chez nous, on les appelait des couronnes. En voilà un nom. Chez les bouchers, quand la vieille Anou demandait une carbonade, l'étalier lui rayait au nez. Il ne savait pas ce que c'était une carbonade, ce sauvage. Oh, je me suis bien ennuyée. Le dimanche, pour nous égayer un peu, nous allions nous promener en famille, sur les quais du Rhône, avec des parapluies. Instinctivement, nous nous dirigions toujours vers le midi, du côté de Perrache. Il me semble que cela nous rapproche du pays, disait ma mère qui languissait encore plus que moi. Ces promenades de famille étaient lugubres. Monsieur Essette grondait, Jacques pleurait tout le temps, moi je me tenais toujours derrière, et je ne sais pas pourquoi, j'avais honte d'être dans la rue, sans doute parce que nous étions pauvres. Au bout d'un mois, la vieille Anou tomba malade. Les brouillards la tuaient. On dut la renvoyer dans le Midi. Pauvre fille. Cette pauvre fille qui aimait sa mère à la passion ne pouvait pas se décider à nous quitter. Elle suppliait qu'on la gardât, promettant de ne pas mourir. Il fallait l'embarquer de force. Arrivée dans le Midi, elle s'y maria de désespoir. Anou partit, on ne prit pas de nouvelles bonnes, ce qui me parut le comble de la misère, et la femme du concierge montait faire le gros ouvrage. Ma mère, au feu des fourneaux, calcinait ses belles mains blanches que j'aimais tant embrasser. Quant aux provisions, c'est Jacques qui les faisait. On lui mettait un grand panier sous le bras en lui disant « Tu achèteras ça et ça ». Et il achetait ça et ça très bien, toujours en pleurant, par exemple. Pauvre Jacques. Il n'était pas heureux, lui non plus. Monsieur Essette, de le voir éternellement la larme à l'œil, avait fini par le prendre en grippe et l'abreuvait de taloche. On entendait tout le jour « Jacques, tu es un butor, Jacques, tu es un âne !» Le fait est que, lorsque son père était là, le malheureux Jacques perdait tous ses moyens. Les efforts qu'il faisait pour retenir ses larmes le rendaient laid. Monsieur Essette lui portait malheur. Écoutez la scène de la cruche. Un soir, au moment de se mettre à table, on s'aperçoit qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans la maison. « Si vous voulez, j'irai en chercher, dit ce bon enfant de Jacques. Et le voilà qui prend la cruche, une grosse cruche de grès. Monsieur Essette hausse les épaules. « Si c'est Jacques qui y va, dit-il, la cruche est cassée, c'est sûr. »« Tu entends, Jacques ?» C'est Madame Essette qui parle avec sa voix tranquille. « Tu entends, ne la casse pas, hein, tu fais bien attention. » Monsieur Essette reprend. « Oh, tu as beau lui dire de ne pas la casser, il la cassera tout de même. » Ici la voix éplorée de Jacques. « Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je la casse ?»« Je ne veux pas que tu la casses, je te dis que tu la casseras, » répond Monsieur Essette. Et d'un ton qui n'admet pas de réplique, Jacques ne réplique pas. Il prend la cruche d'une main, fiévreuse, et sort brusquement avec l'air de dire « Ah, je la casserai. Eh bien, nous allons voir. » 5 minutes, 10 minutes passent, Jacques ne revient pas. Madame Essette commence à se tourmenter, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. « Parbleu, que veux-tu qu'il lui soit arrivé ?» dit Monsieur Essette d'un ton bourru. « Il a cassé la cruche et n'ose plus rentrer. » Mais tout en disant cela, avec son air bourru, c'était le meilleur homme du monde. Il se lève et va ouvrir la porte pour voir un peu de ce que Jacques était devenu.
Il n'a pas loin à aller. Jacques est debout sur le palier devant la porte, les mains vides, silencieux, pétrifié. En voyant Monsieur Essette, il pâlit et d'une voix navrante et faible, oh, si faible, il a dit « Je l'ai cassé ». Il l'avait cassé. Dans les archives de la maison Essette, nous appelons ça la scène de la cruche. Et c'est sur cette scène triste et drôle à la fois que je termine donc cette émission. J'espère que vous y aurez pris beaucoup de plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Petit Chose Alphonse Daudet. Bonne soirée à tous, au revoir.